L'intelligence artificielle peut faire ton boulot en 30 secondes. Elle peut optimiser tes process et elle peut même écrire à ta place. Mais elle ne pourra jamais avoir ta vision unique. Ça, c'est de la créativité. Et c'est ce qui va sauver ton business dans les prochaines années face au déferlement de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la créativité est ton seul vrai avantage face à l'IA. Tu vas voir comment développer ta créativité, même si tu es rationnel, scientifique et que, comme moi, tu avais zéro en art plastique. Je te partagerai mes 5 protocoles pour intégrer la créativité dans ton quotidien sans que ça te prenne des heures. Et surtout, comment en faire un vrai avantage pour ton business. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Liana. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon job toxique pour lancer mon entreprise. Depuis, je suis passée de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai créé 3 business rentables, mais surtout une communauté d'entrepreneuses à succès. Et j'ai même publié un livre aux éditions Erol. Sur cette chaîne, j'aide les entrepreneuses, coachs, freelance, prestataires à se démarquer dans un marché saturé en développant leurs compétences business. Je partage sans filtre ce que je sais, ce que j'apprends et même mes galères, pour qu'il y ait chaque jour encore plus de femmes dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pour que tu n'aies pas besoin de prendre des notes pendant toute la vidéo, je t'ai préparé une fiche récap juste en dessous. Tu peux la télécharger en cliquant sur le lien en description. Je t'ai aussi mis des bonus comme les 3 livres qui m'ont le plus aidé à développer ma créativité d'entrepreneuse. Tout d'abord, pourquoi la créativité est ton seul vrai avantage face à l'IA? Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne l'IA. Concrètement, l'IA va fonctionner à partir de données qu'elle va collecter. Donc, si tu écris « le chat est monté sur », elle va deviner le mot qui est le plus probable ensuite. Par exemple, « le chat est monté sur le toit ». Parce qu'elle va regarder par rapport à toutes les données qu'elle a collectées, quel est le mot suivant le plus probable. Et en l'occurrence, c'est toi. Ça fonctionne comme la fonction que tu as sur ton téléphone où tu peux deviner le mot suivant. Et elle le fait parce qu'elle a été nourrie par plein de données qui ont montré que le mot qui arrivait le plus souvent après cette phrase, c'était le mot toi. Et ça, c'est parfait pour plein de tâches. Par exemple, elle va très bien savoir que photo, ça s'écrit P-H-O-T-O-O et pas F-O-T-O, parce qu'elle l'a vu des milliers de fois dans les données dont elle dispose. Elle reproduit le schéma qui existe déjà. Et ça fonctionne pour tout un tas de compétences, comme par exemple le code, le fait d'arranger des bases de données, ou encore pour lui faire restituer un état de l'art sur un sujet particulier. C'est-à-dire qu'on peut lui dire « dis-moi tout ce que tu sais sur le sujet des appareils photo dédiés à la photographie pour les animaux ». Donc elle est capable de restituer tout un tas de connaissances dont elle dispose déjà. Ça, c'est ce qu'elle fait très bien. Sauf que la plupart des entrepreneuses s'en servent aussi pour écrire leur post LinkedIn, construire leurs offres ou rédiger leur page de vente. Et la conséquence directe de tout ça, c'est que tous les messages sont lissés. C'est-à-dire qu'elles vont écrire ce que la moyenne des gens écrit sur Internet. Pour te expliquer ce phénomène, je te montre juste ici la courbe de Gauss. En gros, c'est une courbe qui montre que la plupart des données se situent dans une norme. Donc, le schéma que tu vois là, c'est simplement la norme des données. Et ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va regarder ce qu'il y a au milieu de cette norme et elle va donner la plupart du temps des réponses qui sont dans la norme. Elle donne le résultat le plus probable et donc le plus commun, c'est-à-dire ce qui est exactement dans la zone rose. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand tu utilises l'IA, tu ne peux avoir que des informations qui sont communes et par définition dans la moyenne. Et c'est comme ça que ce que va écrire l'IA, ça va être souvent un mélange de ce que tu vas voir le plus souvent sur Internet. Il n'y a pas vraiment de pensée originale, il y a juste une répétition de quelque chose de très plat. Et c'est pareil pour les idées. Et c'est là qu'on peut en tirer un avantage intéressant pour nous, entrepreneuses. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, celles qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est pas celles qui vont répéter une énième fois toutes les idées qui sont dans la partie rose. Non, celles qui vont se démarquer, c'est justement celles qui vont réussir à sortir et aller sur les côtés. Celles qui vont réussir à se positionner en dehors de cette norme. Puisque tout le monde est dans le rose, alors ce sont les idées qui ne le sont pas, qui vont être différentes et remarquées. Sur cette courbe, les extrémités, c'est environ 5% qui vont être différentes et en dehors de la moyenne. Loin de ce que tout le monde fait. La créativité, c'est donc la capacité à créer des choses nouvelles et à s'éloigner de cette norme, à combiner des idées existantes de manière originale, à penser des solutions auxquelles personne n'a jamais pensé. Et ça, justement, c'est ce que l'IA ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire ce qui n'existe pas déjà, puisqu'elle va collecter dans sa base de données l'existant pour venir te le restituer. Elle ne peut pas sortir de la norme puisqu'elle est la norme. Alors c'est là notre avantage compétitif d'humaine et d'entrepreneuse. De développer ce que l'IA n'arrivera jamais à développer, la créativité. Et maintenant tu vas me dire, non mais moi je suis pas du tout créative. Je sais pas dessiner, t'as jamais écrit de poème de ta vie. Et peut-être que la dernière fois que t'as fait un truc créatif, c'était un coloriage mandala que t'as abandonné au bout de 5 minutes. D'ailleurs, ton business n'a rien à voir avec l'art. Sauf que tu l'as compris, l'IA pourra tout copier, sauf notre créativité. Alors on ne peut pas se permettre de laisser cette compétence de côté. D'ailleurs, une méta-analyse de 2019 montre que les entrepreneurs qui développent leur créativité ont 3 fois plus de chances de créer des innovations qui les différencient dans leur marché. Et c'est vrai que de mon côté, je l'ai observé. Depuis que je développe ma créativité,
J'ai retrouvé la visibilité de mes posts alors qu'ils n'arrêtaient pas de faire des flops. J'ai lancé une offre de produits récurrents innovante sur mon marché qui avait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai développé des solutions ingénieuses pour faire plus avec moins d'efforts. À la base, je suis pas du tout créative. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut développer sa créativité. Alors tu vas pas devenir la prochaine Frida Kahlo, mais pour nous, les entrepreneuses, ça veut dire capter l'attention avec des idées originales, avoir des manières innovantes d'aider et d'attirer nos clients, et expliciter la vision unique qu'on a du monde. Et quand tu vends des prestations, des coachings, des accompagnements qui sont identiques à des milliers d'autres personnes, c'est ton seul vrai levier de différenciation. Sauf que pour être plus créative, il ne faut pas seulement combattre l'intelligence artificielle. Le problème, il est bien plus vaste que ça, puisqu'on vit dans un monde toxique pour la créativité. D'abord parce que créer, ça veut dire associer des choses sans forcément connaître le résultat. Par définition, quand on crée, on ne sait pas à quoi va ressembler la fin du chemin. On ne sait pas si ça va être bien ou pas. Par exemple, quand j'écris un post sur LinkedIn ou quand je commence une de mes vidéos YouTube, je n'ai aucune idée d'à quel point tu vas l'apprécier. D'ailleurs, j'en profite, si tu es encore là et que tu aimes cette vidéo, tu peux laisser un pouce bleu, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Mais c'est le risque que prennent les gens créatifs. C'est d'entreprendre des choses sans en connaître le résultat final. Parce qu'à l'inverse, on pourrait choisir de ne pas créer. De faire et de refaire sans arrêt le même geste, juste pour l'améliorer. À ce moment-là, c'est pas de la création, c'est de l'optimisation. Par exemple, quand j'ai vendu un seul produit pendant 3 ans, j'étais pas du tout dans la créativité, j'étais simplement dans le fait de faire et de refaire le même geste jusqu'à la perfection. Et dans notre société, on tend toujours à vouloir maximiser le résultat en un minimum de temps. Comme sur l'échelle de production, on va plutôt inciter les personnes à faire et à refaire le même geste jusqu'à ce qu'il soit parfaitement efficace. Notre société nous incite donc plus à aller chercher l'efficacité plutôt que la créativité de manière intrinsèque. Et il faut dire que ce processus, il est ancré dès notre plus jeune âge. À l'école, on a des notes pour évaluer le produit fini de ce qu'on fait. Sauf que quand on crée, on fait beaucoup des trucs nuls à la base. J'ai encore honte de ma première vidéo YouTube. Et lorsque j'ai fait mon premier coaching, je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Sauf qu'à force d'évaluer les enfants sur leur résultat final, la plupart des adultes ne s'autorisent plus à faire des choses moches ou des choses nulles, jusqu'au jour où elles deviennent bonnes. Parce que pour avoir une pièce finale, il y a des milliers de brouillons qui ne seront jamais réussis. Et enfin, ce qui illustre bien à quel point notre société déteste la créativité, c'est l'image des artistes. Personnellement, dans mon école, tous ceux qui étaient littéraires étaient vus comme des artistes et comme des personnes qui n'auraient pas de travail à la fin. Et d'ailleurs, quand on dit je suis artiste, on pense plutôt à quelqu'un de fauché ou à la chanson La Bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur 2. Bref, c'est pas du tout valorisé par la société. Par exemple, si je devais sortir une vidéo sur comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça marcherait beaucoup mieux que comment être 10 fois plus créatif. Tout simplement parce qu'on nous a conditionnés à valoriser l'argent plus que la créativité, le résultat plus que le chemin, les bénéfices plutôt que le plaisir. Alors créer, c'est à la fois lutter contre une société productiviste, s'autoriser à échouer et penser par soi-même. Des choses que très peu de personnes sont capables de faire parce qu'elles ne sont pas communes dans une société qui valorise la norme et l'efficacité. Les personnes qui développent leur créativité sont les plus courageuses et les plus ambitieuses que je connaisse. Personnellement, quand je me suis lancée dans cette quête il y a 2 ans, c'était aussi dans un objectif de performance. À l'époque, mes posts LinkedIn ne fonctionnaient plus du tout alors que j'avais plus de 130 000 abonnés là-bas. Et du coup, il me fallait une solution rapide. Depuis, j'ai retrouvé la portée de mes posts, mais surtout, la créativité m'a apporté bien plus que ça. En 2 ans, mes manières de travailler, de réfléchir et surtout de me positionner dans mon marché n'ont plus rien à voir. Dans cette partie, je te partage les 5 pratiques les plus faciles, les plus accessibles et que tu peux mettre en place même si tu pars de zéro. Alors, première pratique, c'est avoir des protocoles. Parce que créer, ça demande de la sécurité. Je le vois avec les femmes que j'accompagne à publier. Elles ont une super peur d'être jugées. Et cette peur, elle disparaît jamais. Même moi, quand je vais publier cette vidéo, je vais avoir peur. Tout simplement parce que je te le disais tout à l'heure, la créativité, c'est créer des choses sans en connaître le résultat. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître cette peur. Il s'agit simplement d'apprendre à la gérer et de la surmonter. C'est ce que j'appelle un protocole de sécurité. Le mien, il est inspiré du livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Tous les matins, lorsque j'arrive au bureau, avant d'allumer mon ordinateur et mes écrans, je vais écrire en manuscrit 3 pages. Et ces pages n'ont aucun autre objectif que d'être écrites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. C'est un exercice simplement pour vider ce qu'il y a dans sa tête et écouter ses pensées. En gros, il n'y a aucune manière de rater cet exercice si tu le fais. À partir du moment où tu t'installes sur ta chaise et que tu écris 3 pages, tu as fait l'exercice. Et au début, peut-être que tu n'auras rien à dire, peut-être que tu vas voir ça un peu comme un journal intime, tu vas dire mais à quoi ça me sert tout ça? Mais une fois que tu auras déversé tous les jours ce que ton cerveau a de plaintes à donner, de revendications, d'émotions, et tu verras que ça va laisser la place à de nouvelles idées. Alors encore une fois, sur tout ce que tu vas écrire, il y aura peut-être 5 ou 10% que tu vas réutiliser, mais c'est une excellente manière de faire de la place dans ton cerveau pour de nouvelles idées. D'arrêter de chercher l'inspiration ailleurs alors que la vraie inspiration, elle est en toi. Il n'y a que toi qui connaisses tes idées, ta vision et ta mission.
C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir copier-coller sur ChatGPT. Donc écrire ces pages tous les matins, c'est une manière aussi d'écouter tes propres pensées pour être capable de les diffuser au monde. La leçon qui est derrière ce protocole, c'est vraiment que la créativité, elle a besoin de sécurité. Tu peux pas créer si tu as peur d'être jugé. Alors ce carnet, c'est vraiment un espace où l'échec est possible. Où c'est pas grave de rater, c'est pas grave de dire des trucs nuls, c'est pas grave de faire quelque chose qui n'est pas parfait. Et une fois que tu commences ta journée avec cette autorisation que tu t'es donnée, tu es beaucoup plus capable de prendre des risques tout au long de celle-ci. Tu t'enlèves la pression du résultat. La deuxième pratique que j'ai, c'est de collectionner les objets créatifs. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je vais le collecter. En ce moment, par exemple, j'ai une boîte remplie de stickers parce que j'adore les stickers. Mais ça marche aussi pour les idées. Quand je vais lire un livre, écouter un podcast, faire quoi que ce soit, je vais collecter les idées qui m'intéressent. Et je les note principalement dans mon téléphone. Et il y a pas mal de ce matériel qui sont devenus des posts ou des vidéos ou des newsletters ou des sujets que j'ai donnés à mes clientes. Par exemple, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je donne une citation que j'avais lue dans un livre. Les personnes qui ont le plus de succès sont des machines à produire qui carburent à l'anxiété. J'avais adoré cette phrase, je l'ai notée dans mon téléphone et je l'ai réutilisée. Je fais rien de particulier de ces collections. Je les observe, je les regarde parfois et je me demande pourquoi elles me plaisent. Cultiver sa créativité, c'est pas seulement créer, c'est aussi collecter. J'appelle ça remplir le puits. Pour que tu puisses aller collecter des idées innovantes, il faut que tu remplisses ton puits d'idées innovantes. Et c'est en sachant reconnaître la créativité chez d'autres personnes que tu vas développer ton propre art. Tu vas apprendre à savoir ce qui pour toi est beau, original et différent. Donc la leçon derrière cette pratique, c'est qu'on fait de la créativité quelque chose de très intimidant, comme si il y a des personnes qui en étaient dotées et d'autres pas, alors que la créativité, c'est d'abord collectionner les bonnes idées. L'inspiration, elle vient de ce que tu fais, de ce que tu vois et de ce que tu collectionnes. Tu l'entraînes en regardant autour de toi. La troisième pratique que je fais toutes les semaines, c'est de tester une nouvelle technique à chaque fois. C'est-à-dire que chaque semaine, je teste quelque chose de nouveau. Une semaine, c'était l'aquarelle. La semaine suivante, c'était d'écrire une newsletter en mode storytelling. Celle d'après, c'était de faire une vente uniquement en posant des questions. Et dans ce cas-là, le but, c'est pas d'être doué. Parce que c'est la première fois que je fais à chaque fois ça. Le but, c'est de se remettre dans l'état d'esprit de la débutante. De se rappeler que faire des choses nulles, c'est normal. Quand on fait quelque chose pour la première fois, on va rater et il faut s'autoriser à rater dans le monde réel. Parce que quand tu t'autorises à rater, tu te désensibilises à l'échec. Et c'est ce qui fait l'une des plus grandes qualités des entrepreneuses, c'est leur capacité à échouer et à recommencer. Et dans ce cas-là, on ne devient plus dépendante du résultat final, mais on apprend à avoir du plaisir dans le processus. Quand je fais de l'aquarelle, alors que j'en ai jamais fait de ma vie, il est certain que le résultat sera hideux. Mais l'intérêt devient de s'amuser pendant le process et de s'autoriser à prendre du plaisir, peu importe le résultat final. Si tu attends d'être bonne avant de commencer, tu commenceras jamais. C'est comme ça que tu vas rester créative, en n'ayant pas peur d'être nulle. La quatrième pratique que je te donne pour développer ta créativité, c'est de t'entourer d'autres personnes. Je m'inscris régulièrement à des ateliers créatifs, que ce soit à Paris ou que ce soit en ligne. C'est une manière de me forcer à bloquer du temps pour entraîner ma créativité. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de se mettre à faire quelque chose où on sait qu'on va pas forcément réussir. Et donc se mobiliser en s'inscrivant à des ateliers, des formations, ça aide à s'engager et à se dire je prends ce temps pour faire quelque chose de créatif. De la même manière, je suis entourée d'autres entrepreneuses hyper créatives et on s'organise des petits ateliers entre nous où on se motive pour se mettre ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que ça te sort aussi de ta solitude. Tu vois que les autres ils font aussi des trucs ratés. D'ailleurs, c'est beaucoup plus sympa avec le travail de la voisine qu'avec le sien. Donc ça t'aide à développer l'autocompassion. On a cette image de l'artiste romantique tout seul, mais la créativité se nourrit aussi du collectif. Et enfin, dernière pratique. J'ai réalisé que développer la créativité avait tellement changé mon business, ma manière de penser et de vivre, que c'est devenu quelque chose que je voulais entretenir à tout prix. C'était plus ce que j'allais faire sur un compte table, c'est devenu le centre et le moteur de mon business. Et dans ce sens, j'ai pris une décision radicale. Je bloque tous mes lundis pour des tâches créatives. Pas de réunion, pas de mail, pas d'urgence. J'essaye même de ne pas me connecter à Internet ou d'ouvrir mon ordinateur le moins possible. D'ailleurs, je me mets aussi des objectifs de créativité. Et pas des objectifs de résultats, du genre je veux que cette vidéo elle fasse 100 000 vues, mais plutôt des exercices de processus. Par exemple, écrire 20 minutes sans m'arrêter, tester 3 idées avec ce visuel, ou encore remplir 2 pages dans mon carnet. Parce que je sais très bien que si j'attends d'avoir du temps, je le ferai jamais. La leçon, c'est que créer demande de la discipline. Et c'est le paradoxe de la créativité. Ça a l'air spontané, ça a l'air facile, mais en réalité, comme les Américains disent, il faut show up tous les jours. C'est-à-dire il faut se pointer tous les jours pour que ça fasse vraiment partie de qui tu es. Il y aura toujours quelque chose de plus urgent, de plus productif ou de plus rentable à faire. Mais c'est une erreur, parce que ta créativité, c'est ce qui te rend irremplaçable sur le long terme. C'est elle qui construit ta différenciation.
C'est elle qui fait que dans 5 ans, tu seras encore là quand tes concurrents auront disparu. C'est elle qui fait que tes clients se souviendront de toi. Alors traite-la comme une priorité business, pas comme un hobby du 19. Parce que tu fais dans mode c'est tellement difficile que certains créatifs se sont dotés de petits coups de pouce. Notamment les Beatles, Steve Jobs, mais encore aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley. Ils s'aident de substances très connues qu'on appelle les psychédéliques. Ils ont été étudiés dans les années 60 pour trouver des solutions innovantes à des problèmes concrets. Mais alors que la recherche psychiatrique était extrêmement positive, le gouvernement américain a interdit tous les psychédéliques. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo où je raconte mon expérience avec les psychédéliques. Et surtout, comment ça m'a aidé à me débloquer dans mon business. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est un peu mon carburant créatif à moi quand je sais que ce que je raconte tout seul devant ma caméra est lu, vu, entendu et parfois apprécié. Ça me motive à me poser à nouveau pour te parler. Alors je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.